Donc on est là pour parler de logiciels, le sujet du matin. Trois parties dans la présentation. La première partie est la plus longue. C'est la partie où on va poser les bases. Donc le tableau général de la propriété intellectuelle. Comment un logiciel est protégé et à quelles conditions? Quelles sont les limites de la protection? Les droits qu'on donne? Qui est titulaire? Et puis ensuite, on verra tout ce qui est valorisation, contrat et dépôt, et assez rapidement les brevets, parce que ce que je vais vous dire sur les brevets tient en quelques mots. Règle du jeu, on n'est pas très nombreux. Si vous avez la moindre question à un moment, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Première chose, un tableau général de la propriété intellectuelle. Vous en avez déjà entendu parler, c'est un concept peut-être un peu flou. En fait, le droit, c'est la science des tiroirs. La propriété intellectuelle, c'est le droit d'auteur et les droits voisins, c'est-à-dire ce qui ressemble tellement au droit d'auteur qu'on l'a mis dans la même catégorie, et puis la propriété industrielle. Dans le droit d'auteur, classiquement, on met les œuvres littéraires et artistiques, les morceaux de musique, les poèmes, les romans, les créations des industries saisonnières et de la mode, les cartes géographiques, enfin, on a une liste qui est assez longue dans le Code de la propriété intellectuelle, et cette liste n'est pas limitée, puisque le texte dit « sont protégés notamment », 2 points à la ligne, et on a une longue liste. Et là-dedans, on a rajouté dans les années 80 le logiciel. C'est un vrai choix politique qui n'a pas été fait que en France, et vous allez partir avec 2 ou 3 idées neuves, ou 2 ou 3 surprises, y compris aux États-Unis, contrairement à ce qu'on entend dire, le réceptacle naturel du logiciel est le droit d'auteur. La protection du logiciel, c'est par le droit d'auteur, le copyright, dans les pays anglo-saxons. Et puis on a rajouté à la fin des années 90, en Europe, les Américains nous l'envient, la protection des bases de données. Propriété industrielle, d'abord les créations esthétiques, donc les dessins et modèles qui protègent la bouteille de coca, le look de cette télécommande. J'ai mis une flèche là parce que quand on crée à la tablette graphique ou au croquis comme ça une création graphique, elle est d'abord appréhendée par le droit d'auteur, protégée par le droit d'auteur au moment où elle est créée, et puis après on peut aller à l'INPI, Institut de la propriété intellectuelle, pour obtenir un titre, le dessin et modèle. Et puis on a le tiroir des signes distinctifs avec la marque, le plus connu, Nike, Logitech, Samsung, etc. Et toutes les déclinaisons. Alors le nom commercial c'est pour la société, le nom de domaine c'est l'URL, l'enseigne c'est ce qu'il y a au-dessus de votre magasin, et l'appellation d'origine, qui est un peu dans cette catégorie, qui marche surtout pour les industries agroalimentaires. Oui ? Alors, quels sont les avantages qui différencient le dépôt à l'INPI de la protection par le droit d'auteur? Eh bien, la réponse est presque dans la question, c'est que vous avez un titre. C'est-à-dire que vous avez un office national, ça existe dans tous les pays du monde, hein, l'équivalent de l'INPI, qui va dire « Bernard Lamont est titulaire de la marque Intel ». Quand vous êtes titulaire de droit d'auteur, vous savez que vous êtes titulaire de droit d'auteur. Vous pouvez prétendre être titulaire de droit d'auteur. Là, je pourrais mettre copyright Bernard Lamont. Ça n'a aucune espèce d'importance. Hein, en droit français, peu importe. Ça vous convaincrait, vous, peut-être, mais en tout cas, ça ne serait pas dans un registre national qui est accessible mondialement. Donc c'est un titre, comme un titre de propriété de la maison. Vous pouvez avoir les clés, parce qu'un ami vous a prêté les clés de la maison, voire être titulaire d'un contrat de location, un Airbnb même. Mais c'est une différence quand, aux hypothèques, c'est bien marqué, à la conservation des hypothèques, Bernard Lamont est propriétaire de tel appartement. Voilà, c'est ça la grande différence. Le dernier tiroir, les créations fonctionnelles avec le brevet, qui est le titre roi, les COV, les certificats d'obtention végétale, ça c'est beaucoup dans l'industrie agroalimentaire, les catégories de pommes de terre, etc. Tout ce qui est secret savoir-faire, alors là, il n'y a pas de titre, on se dit, je suis tellement génial que j'ai inventé quelque chose, mais que je le garde pour moi. C'est bien, mais par définition, c'est secret, c'est fragile, et une fois que c'est cassé, c'est cassé. Et puis un titre un peu, j'allais dire obsolète,
la topographie de semi-conducteurs qu'on a inventée dans les années 80 pour protéger les dessins de circuits imprimés, mais qui n'a jamais vraiment décollé. Donc on revient à notre sujet, le logiciel. Et comme je vous ai dit, partout dans le monde, depuis des accords à la fin des années 70, le logiciel est protégé par le droit d'auteur. On verra que ça peut être aussi le cas par un brevet, mais dans des conditions plus strictes et de manière un peu différente. Alors, comment définir le logiciel, pardon. Comment on définit le logiciel? Eh ben, je ne sais pas. Ça fait 10 ans que je suis spécialiste en droit de l'informatique, et je m'amuse de temps en temps dans des formations à moi le logiciel. Il n'y a pas de texte dans la loi qui dise le logiciel c'est ça. Il n'y a qu'un seul endroit où c'est peut-être un peu plus déterminé, c'est dans le code pénal, quand il a fallu punir les hackers, ceux qui cassent les codes, et qu'il a bien fallu, parce qu'en droit pénal, il faut des définitions strictes, c'est une condition de fonctionnement du droit pénal, j'allais dire, dans un état de droit, et là on appelait ça un STAD, un système de traitement automatisé de données. Bon, alors le logiciel, c'est un peu comme l'amour, c'est difficile à définir, mais on sait quand on est en face, en général. Il y a parfois des petites zones limites peut-être, mais personnellement, par expérience, je n'ai que très rarement eu des gens qui m'ont interrogé en me disant on se demande si c'est vraiment un soft ou pas, un logiciel ou pas. Voilà. Le logiciel est donc protégé par le droit d'auteur et une seule condition. Il faut qu'il soit original. Comme toutes les œuvres protégées par le droit d'auteur, la chanson de Prévert, le poème de Prévert, le film des frères Dardenne, la sculpture d'un tel ou la peinture d'un autre, c'est protégé à une seule condition, c'est que ce soit original. Pas que ce soit beau et pas que ça serve. C'est-à-dire, le critère esthétique est totalement indifférent. Si on regarde une peinture ou une sculpture, par exemple un monochrome, un bleu de Klein, dont on peut se dire esthétiquement, est-ce que c'est justifié de lui conférer une protection? Alors, philosophiquement ou artistiquement, on a devant, semble-t-il, une forme d'émotion esthétique. Les juges n'ont pas le droit de dire ça c'est beau, je protège, ça c'est laid, je ne protège pas. La seule condition, c'est que ce soit original. Alors, l'originalité en matière de droit d'auteur, c'est un sujet de dissertation, on peut passer des heures, on ne sera pas d'accord. Certains disent c'est l'empreinte de la personnalité, c'est la possibilité ou la faculté pour un artiste de faire des choix créatifs. J'aime bien cette notion de choix. Bon, en matière d'informatique, quand on code, quand on code, il y a quand même une condition d'originalité. C'est quoi en fait l'originalité? C'est si je recopie le logiciel de quelqu'un d'autre, mais c'est moi qui l'a développé. Mais fonctionnellement, c'est la même chose. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est original ou est-ce que c'est... C'est toute la question. Première chose, je vais vous dire ce que ça n'est pas, l'originalité. L'originalité n'est pas la nouveauté. La nouveauté, c'est binaire. Ça n'existait pas avant, je suis arrivé, je l'ai fait. Ça, c'est la nouveauté. Donc ça, c'est la condition de protection du brevet. Pour qu'une invention soit brevetable, on va regarder l'état de l'art avant, dans les bases de données. Ça n'existait pas, Bernard Lamont a été absolument génial, il a inventé le système qui résout la télécommande ou je ne sais pas quoi. En matière de droit d'auteur, ça n'est pas une question de nouveauté. C'est une question d'originalité, et donc certains disent d'effort, d'empreinte de la personnalité. Alors quand il s'agit d'œuvres artistiques, vous avez des arrêts de cour d'appel qui sont des véritables dissertations de philosophie. En matière informatique, ça a été défini par un arrêt de 1986. Vous voyez, c'est pas d'hier, ça remonte à plus de 30 ans. Et on doit se battre, utiliser cette définition, que je vais essayer de vous restituer sans regarder l'écran, parce que j'ai dû l'apprendre par cœur, bon, effort personnalisé qui va au-delà d'une logique automatique et contraignante,
et se matérialisant dans une architecture ou une structure individualisée. Effort personnalisé, matérialisé dans une structure ou une architecture individualisée. Eh bien, ça n'est pas simple à utiliser comme définition. On a néanmoins très souvent des applications en jurisprudence où les juges disent « mais vous faites un procès sur la base d'un logiciel qui est une œuvre qui existe, admettons, vous avez donné le CD-ROM, la clé USB, vous avez même donné le listing du code source, mais en quoi est-ce original ?» Et là, bien souvent, les procès en contrefaçon, quand on l'objectif, un des usages, c'est de dire « je vous interdis d'utiliser mon logiciel ou alors vous me donnez des sous, une licence. Vous continuez à le faire, je vous fais un procès en contrefaçon. » Et là, les juges disent très souvent, et de plus en plus souvent, et ça n'est pas facile pour nous, vous ne prouvez pas l'originalité. Et donc, on a toute une série de jurisprudences, puisque depuis 1986, on pourrait se dire, bon, facile. Donc, on a une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation, CIV première, ça veut dire ça. Un logiciel de gestion d'huissier de justice avait été copié, mais copié, pas je copie les fonctionnalités ou quoi que ce soit, c'est je prends le code source, j'arrive à le déplomber, le décompiler, ou je mets la main sur le code source, je le copie, je me fais prendre la main dans le pot de confiture, et pourtant je ne suis pas puni, puisque le juge dit, mais démontrez-moi en quoi ce logiciel de gestion est original. Effort personnalisé qui va au-delà d'une logique automatique et contraignante. Et on a plein de décisions, alors j'en ai commenté une du 14 novembre 2013, vous cliquerez sur le lien hypertexte, j'ai fait un mini poème de 12 ou 15 vers en alexandrin, c'est toujours la même chose. Dans la majorité des cas, les plaideurs, je ne vais pas dire les avocats, mais font un refus d'obstacle. Vous savez, c'est un cheval qui est en train de faire un parcours d'obstacles, et à un moment, il cale. Ah non, si on fait un procès en contrefaçon, il faut se coltiner la difficulté, et il faut démontrer au juge en quoi c'est c'est original. Alors moi, je l'avais fait juger par la Cour d'appel de Rennes en 2007, j'avais un client qui était accusé de contrefaçon, le logiciel avait été copié, premier élément de la contrefaçon caractérisée, en violation d'un contrat, bon, tant pis. Et moi, j'avais repris la discussion au préalable et j'avais dit, il a copié des logiciels, des librairies, donc des petits bouts de code, parfois de 30, 50 lignes. Il en a copié une centaine d'accords. Entre nous soit dit, c'était avec l'accord de son client, mais il y avait un contrat un peu compliqué, voilà. Mais surtout, j'ai tiré le tapis sous les pieds de l'accusation en disant, mais ça n'est pas original. Et j'avais dépioté la librairie en question, et j'avais dit, regardez, le premier logiciel est un logiciel qui, quand vous tapez 1, renvoie lundi. Donc vous avez une information qui rentre le 1, l'opérateur, moi je tape 1, et à la sortie, ça écrit lundi à l'écran. Quand vous tapez 2, ça écrit mardi. En quoi est-ce original? Il n'y a pas d'effort personnalisé qui va au-delà d'une logique automatique et contraignante. C'est comme calculer une TVA dans une cellule Excel. Si vous tapez fois 1,2 égale prix TTC, il n'y a pas d'effort personnalisé, il n'y a pas d'originalité. Et mon client avait été relaxé, la cour d'appel, à la suite du tribunal correctionnel de Quimper, avait dit il manque un élément à l'action en contrefaçon et à la condamnation, c'est l'élément d'originalité du logiciel. Et bien souvent, c'est totalement négligé. On dit, écoutez, j'ai passé 200 journées. Alors, le nombre de fois où on a un rendez-vous avec un client qui dit 150 jours, 1500 jours, peu importe. Peu importe, je suis navré. Ça n'est pas parce que vous avez énormément de jours que vous avez l'originalité Alors, admettons qu'on ait l'originalité, que tout le monde soit d'accord, que le tribunal ait tranché que c'est bien original. Qu'est-ce qui est protégé? Le code source et le code objet, les deux. Le code source est écrit à peu près en français, à peu près dans un langage naturel. Alors c'est un langage, c'est comme apprendre demain l'espagnol, l'anglais. Vous avez des langages qui sont
assez proche de la langue naturelle, le plus souvent en anglais. Et puis alors le code objet, c'est une suite de 1 et de 0, c'est souvent exprimé en caractère hexadécimal. Mais les deux sont protégés. Ça veut dire que si je copie le source ou si je copie le code objet, dans tous les cas, sans autorisation, c'est une contrefaçon. Mais à condition de le décrire. Condition de le décrire, ça veut dire que faire un procès en disant monsieur, vous avez copié mon logiciel Word, si on est Microsoft, ça ne vaut pas. C'est quel logiciel Word, dans quelle édition, et montrez-moi l'objet. Parce que quand on fait un procès en contrefaçon, il ne suffit pas de dire vous avez copié ma télécommande. Non, il faut la montrer pour que le juge puisse examiner si la télécommande faite par un tel est bien la copie de cette télécommande Logitech. Et bien très souvent, on a des procès qui tombent, et on en a eu encore récemment un exemple, parce que la personne arrive en disant je suis l'auteur du logiciel. Alors c'est souvent le cas des logiciels très métiers, très spécialisés pour une fonction, je sais pas, la gestion du cabinet d'avocat, je vous ai parlé tout à l'heure de la gestion d'une étude d'huissier, et ben, le tribunal dit mais attendez, je ne sais pas comment juger moi, vous ne m'avez pas décrit l'objet. Alors décrire l'objet, ça signifie remettre le code source. Alors là, il y a des éditeurs de logiciels qui disent non, c'est mon secret. Ben oui, mais si vous voulez faire un procès, il faut montrer comment ça fonctionne. Le cas échéant, il faut montrer un certificat de dépôt, je vais vous en parler tout à l'heure, et puis montrer tout cela. Vous aviez une question, monsieur? Ou j'y ai répondu? Voilà. Ce qui est protégé aussi, c'est, nous dit une vieille directive, la documentation préparatoire. Alors là, c'est assez complexe. Certains disent, dans la documentation préparatoire, on a le cahier des charges, l'expression de besoin, les spécifications fonctionnelles détaillées, c'est-à-dire on écrit l'enchaînement des écrans et ce que ça doit faire, on va dire. Bon, pour l'instant, on a une décision de justice de 2012 qui dit, pour un manuel d'instruction, un manuel d'instruction peut être protégé par le droit d'auteur si en lui-même il est original. Alors, pareil, avec un flou sur la notion d'originalité. On ne sait pas exactement ce que c'est pour un manuel. Si vous vous contentez de faire des copies d'écran avec des petites flèches rouges en disant cliquez ici, je pense que les tribunaux seront sévères et considéreront qu'il n'y a pas d'originalité. L'interface homme-machine, ça c'est très intéressant et c'est très souvent négligé. La manière dont ça s'affiche devant l'utilisateur peut être protégée par le droit d'auteur. Alors, pas le droit d'auteur du logiciel, le droit d'auteur normal, mais peu importe, l'effet pratique est le même. Et dans l'affaire Apple-Samsung qui a donné lieu à la décision à $1 milliard aux États-Unis, qui est encore en bataille puisque régulièrement Samsung obtient une petite réduction de 150 millions, et qui va passer devant la Cour suprême des États-Unis, ce n'est pas un problème de brevet. Vous avez entendu dire que Samsung avait été condamné pour contrefaçon de brevet. C'est faux. C'est une contrefaçon d'interface homme-machine. Plus précisément de dessin et modèle. On appelle ça aux États-Unis le design patent. Le brevet, c'est le patent. Donc tout le monde a dit, bah, c'est du brevet. Ben, pas du tout. C'est de la protection de l'interface homme-machine par du dessin et modèle. Et donc, pour la première fois depuis 120 ans, la Cour suprême des États-Unis, SCOTUS, Supreme Court of the United States, va rendre un arrêt sur les dessins et modèles aux États-Unis. Finalement, l'affaire Apple-Samsung coûtera moins cher que les batteries de Note 7. Voilà. Alors, toute la question, c'est que y a une fonctionnalité protégée par brevet qui est le swipe to unlock, c'est-à-dire le fait de glisser pour débloquer. Et puis surtout, c'était le look de l'écran d'iPhone avec 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 icônes, le premier. Et les avocats d'Apple ont fait une démonstration absolument hallucinante. Je vous le montrerai tout à l'heure parce que je l'ai, c'est un modèle. Avant la sortie de l'iPhone, les interfaces homme-machine étaient un bazar indescriptible dont on ne se souvient plus. Moi, j'ai une petite vitrine des antiquités informatiques, mais c'était une catastrophe. Et le lendemain, 3 mois plus tard, les produits phares de Samsung sortent avec 4 icônes. Et en pied, vous avez
le téléphone, le mail, l'agenda et le navigateur Internet. Ça, est-ce que c'est protégé par le brevet? Non, parce que ça n'est pas une fonctionnalité en soi, mais en revanche, c'est protégé par le droit d'auteur, les dessins et modèles. Donc l'interface homme-machine peut être protégée par le droit d'auteur, et très souvent, les dossiers de contrefaçon de logiciels sont amenés par des gens qui codent, des codeurs, des développeurs, qui n'imaginent pas que l'UI, la user interface, c'est l'outil avec lequel évidemment on interagit avec l'utilisateur, et ça peut être protégé. Et il y a beaucoup d'applications où ça pourrait être très très bien protégé et être très utilisé. On commence, nous, au cabinet, à déposer des dessins et modèles d'interface homme-machine, mais on n'en a pas beaucoup. Voilà. Grosso modo, dans tous les pays qui sont dotés d'une protection efficace de la propriété intellectuelle, vous avez les mêmes principes. En Grande-Bretagne, c'est vraiment très très proche. Pourquoi? Parce que c'est un droit d'origine européenne. Ça veut dire que, à la fin des fins, la Cour suprême, c'est la Cour de justice de l'Union européenne. Aux États-Unis, il y a des différences. La première différence étant que le ticket d'entrée pour faire un procès est d'1 million de dollars au lieu d'être de 20 000 euros. Ça n'est pas une paille. Mais faire un procès en contrefaçon aux États-Unis, c'est très 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 coûteux. Ça donne d'ailleurs lieu à des abus avec les patent trolls et compagnie. Alors, ce qui n'est pas protégé au titre du logiciel, dans le cadre du logiciel, le cahier des charges, l'expression de besoin. J'ai obtenu un jugement du tribunal administratif de Caen qui a dit précisément cela, ça n'est pas protégé. Il y a probablement des situations un petit peu limites. Chose essentielle, les idées, les principes, l'algorithme, tout ça, ça n'est pas protégé. D'accord? Donc si vous laissez traîner votre petit carnet sur lequel vous avez fait des croquis pour résoudre enfin le problème qui embête tout le monde dans le traitement de texte, le traitement de signal ou je ne sais pas quoi, ou le calcul du taux de CO2 dans le moteur des voitures allemandes, eh bien, on peut vous le prendre et ça n'est pas protégé par le droit d'auteur. Attention, si vous vous faites rattraper par la patrouille, vous serez quand même condamné, mais je vous expliquerai après comment. Alors, un algorithme peut contenir beaucoup d'intelligence. Ça, il n'y a pas de difficulté. On peut même dire, dans certains cas, que c'est original. Mais la loi nous dit, avant ça, ça n'est pas protégé par le droit d'auteur. Ça n'est pas protégé par le droit des brevets. Aux États-Unis, on a eu toute une série de décisions parce que il y avait des brevets qui étaient très proches de l'idée, très proches du concept, donc de l'algorithme, pas très très loin. Et notamment dans des méthodes de calcul économique, on a eu une décision de principe il y a plusieurs années, il y a 5 ou 6 ans de mémoire, je crois 2010, de la Cour suprême des États-Unis qui a quand même mis le haut là. C'est une affaire qui s'appelle Ray Bilski, B-I-L-SKI, SKI, qui a dit une méthode de calcul de futur sur le marché des grains à Chicago, c'est-à-dire un calcul de spéculation boursière, n'est pas protégé. Pourquoi? Idée, principe, algorithme, méthode mathématique, ça n'est pas protégé ni par le brevet, ni par le droit d'auteur. C'est original, il y a plein d'intelligence, il n'y a aucune espèce de difficulté, mais en soi, ça n'est pas protégeable. Alors, tant que c'est au stade de l'idée ou de sa représentation graphique, un algorithme c'est souvent avec des losanges dans la version très très classique, ça n'est pas protégé. Le corollaire, si vous piquez l'idée de votre voisin, que vous ne vous faites pas rattraper par la patrouille, votre voisin ne peut pas dire « Ah, il m'a piqué mes bonnes idées ». D'où LibreOffice, par exemple. Très franchement, les principes à la base de OpenOffice, c'est très proche du traitement de texte Word. Alors, depuis 5-6 ans, il y a vraiment peut-être une différence, mais en 2008-2009, on mettait côte à côte les deux logiciels, c'était les mêmes idées, principes et algorithmes. Ça n'est pas protégeable.
et quelqu'un qui a reconstitué, enfin pas quelqu'un, une équipe qui a reconstitué tout le fonctionnement, toute la méthode de travail du traitement de texte pour en faire des documents d'ailleurs quasiment compatibles, à l'époque c'est de moins en moins vrai, ne peut pas être poursuivi pour contrefaçon. Ce qui n'est pas protégé, c'est le langage. Alors ça c'est très important parce qu'on a des éditeurs qui vont jusqu'à développer leur propre langage. Il y a des langages de développement qui sont très connus, PHP, Java, C++, Basic, Fortran, COBOL, etc. Il y en a même 2 ou 3 que j'ai pratiqués, c'est vous dire. Mais on a des éditeurs qui, parce qu'ils sont dans un métier très particulier, vont jusqu'à créer un langage conceptuel. Ce langage n'est pas protégé. Ça veut dire que quelqu'un peut écrire à côté un modèle pour décrire le langage, peut reprendre les instructions et peut dire, moi aussi, je vais donner du consulting dans le métier SAP, SAS ou autre. Et ce qui n'est pas protégé, c'est la fonctionnalité, c'est-à-dire le principe, le résultat attendu. Et ce qui n'est pas protégé par le droit d'auteur du logiciel, et on pourrait en reparler, ce sont les données qui sont à la base, dans la base de données en dessous. Oui ? Que le langage n'est pas protégeable, mais qu'en est-il du compilateur en fait, du logiciel qui va transformer le langage en une machine? Est-ce que lui est protégeable ou pas? Qu'est-ce que c'est, un compilateur? Un compilateur, c'est un logiciel. D'accord. Et donc, on reprend tout l'algorithme depuis le début, c'est-à-dire, est-ce que c'est un logiciel? Oui. Est-ce que c'est protégeable? Oui, si c'est original, etc., etc. C'est une machine à coder. Et vous mettez des résultats, vous mettez des données en entrée et vous avez des résultats à la sortie. On suit le même schéma, le même parcours. Qu'est-ce que ça donne comme droit, le logiciel? Ça donne le droit d'interdire à qui que ce soit de copier le soft. Voilà, c'est ça la chose la plus importante. De le faire tourner sur des machines, de le modifier, de le vendre. Et de le décompiler. Alors là, c'est très important. Il y a des gens qui font des études dans des labos, qui achètent des logiciels, qui les décompilent et qui disent « Oui, mais moi, je l'ai décompilé pour l'étudier. » Peu importe. On a le droit de regarder le fonctionnement d'un soft. On travaille avec, on voit ce que ça donne, ça fait des jolies images, ou ça fait du traitement de signal. On n'a pas le droit de le déplomber. C'est-à-dire de reconstituer à partir de 1 et de 0 un code à peu près compréhensible. Il y a une société à Rennes qui a fait l'objet il y a quelques années d'une procédure de saisie contrefaçon, c'est-à-dire la police arrive avec les huissiers de justice, et on a dit, vous enlevez les mains du clavier, vous êtes en train de décompiler. Oui, mais c'est pour étudier. Je ne veux pas le savoir. En soi, c'est interdit. On a quelques exceptions à ces droits. Alors patrimoniaux, ça veut dire qui concerne les sceaux. On a le droit de corriger les erreurs, sauf si l'éditeur, l'auteur, s'est réservé ce droit, et en général, il écrit bien dans sa licence je suis le seul à pouvoir toucher aux bugs. On a le droit de faire une copie de sauvegarde. Souvenez-vous des... Allez, je vais même vous en montrer. Quand on vendait les logiciels comme ça et comme ça, une fois sur deux, au bout de 3 mois, les copies étaient démagnétisées et tout. Donc on admettait que quand vous achetiez ça dans le commerce, la première chose en arrivant à la maison, c'était de faire une copie de sauvegarde. Alors aujourd'hui que ça se vend par téléchargement, c'est un peu bizarre, mais c'est resté dans le code. On a le droit de faire l'étude, pas la décompilation, et on a le droit de décompiler juste pour assurer l'interopérabilité. C'est-à-dire pour que ça puisse se causer avec d'autres softs. Donc vous avez beaucoup d'éditeurs de logiciels qui disent non, vous ne décompilez pas mon soft, je vais vous donner une bibliothèque d'API, c'est-à-dire le schéma des prises électriques. Hein. Je fais rapidement ça. Les droits moraux, l'auteur d'un logiciel a le droit de se dire le papa ou la maman du logiciel, et c'est lui ou elle qui décide du moment où il montre au monde entier son œuvre. Ça veut dire que si vous avez un soft sur votre PC, sur votre Mac, et que vous décidez de le garder pour vous, personne ne peut vous forcer à le divulguer. Corollaire, si dans une entreprise, on utilise un soft, même qui est absolument remarquable pour l'esprit humain, pour l'industrie pharmaceutique ou quoi que ce soit, personne ne peut vous forcer à le licencier à l'extérieur.
À qui ça appartient? Alors ça, là, vous avez pas... Première idée forte, le logiciel est protégé par le droit d'auteur, y compris aux États-Unis. Deuxième idée forte, la majorité des logiciels n'appartiennent pas à ceux qui prétendent être titulaires. Je vais vous le démontrer. Le premier article du Code de la propriété intellectuelle, donc maintenant on les numérote comme ça, l'œuvre appartient à l'auteur. On va pas trop dur. Donc quand on code dans son coin, c'est à moi que ça appartient. Voilà. Le seul truc, c'est que, d'abord, il y a souvent une séparation des tâches entre celui qui donne l'idée, ou ceux qui donnent les idées, et ceux qui codent. C'est souvent le client et le développeur. Et ensuite, il est très rare qu'un logiciel soit développé individuellement. Donc d'abord, entre celui qui a l'idée et celui qui code, à qui appartient le droit d'auteur? Toujours à celui qui code, celui qui développe, que celui qui développe. Donc, très régulièrement, nous avons des gens qui viennent nous voir en nous disant, voilà, Maître Lamont, je suis avocat, j'ai donné toutes les idées pour faire un logiciel de gestion de cabinet d'avocat, parce que j'ai de l'expérience, les cheveux blancs, voilà. J'ai donné toute l'intelligence, et lui, il s'est contenté de coder. Alors, les développeurs sont foudrages quand ils entendent ça, parce qu'ils disent, son idée, tant que c'était dans sa tête, elle n'avait pas pris forme, elle n'existait pas. Peu importe. Il y a du vrai des deux côtés, sans intelligence du métier, l'autre ne peut pas coder, et sans code, l'intelligence du métier reste dans la tête du bonhomme. Mais c'est pas grave. La Cour de cassation, 15 janvier 2015, c'est un des rares arrêts dont je me souviens, parce que 15-01-15, a cassé un arrêt de la Cour d'appel de Rennes qui avait reconnu à un médecin chirurgien maxillofacial des droits d'auteur sur un logiciel. Le type est un ponte mondial, incontestable. Il a donné toute l'intelligence du système à quelqu'un qui a fait un logiciel en plusieurs années pour interpréter les radios et pour reconstruire des visages abîmés dans des accidents ou à la suite de chirurgie ou de diverses maladies. Au bout de quelques années, il se chamaille. Et le tribunal dit, la cour d'appel dit, c'est pas très compliqué, ils sont co-auteurs. Parce que le type a tellement donné d'intelligence. La Cour de cassation rend un arrêt de 3 lignes, c'est-à-dire un arrêt très très sévère. Plus c'est court, plus c'est violent, quoi. C'est pas des circonlocutions, c'est non. Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes. Non. Celui qui est titulaire du droit d'auteur, c'est celui qui code. Et il y a eu une décision très importante au Canada, dont j'ai les références si ça vous intéresse. Alors la différence, c'est qu'au Canada, ça fait 62 pages. C'est insupportable, parce qu'on apprend que monsieur machin a dit que truc, mais à la fin des fins, tout tient en 3 lignes. Il y en a un qui a donné des bonnes idées, qui avait la relation avec les clients, qui faisait bien le commercial, qui connaissait parfaitement le métier, mais c'est celui qui code qui a les droits. Même principe, Amérique du Nord. Encore une fois, il y a plein de gens qui vous disent « Ah, c'est très très différent ». Non, non, la majorité des cas, pour aller dans des conférences internationales très très régulièrement, j'entends des trucs, je me dis « Bah tiens, pareil, même système ». Voilà. Et si le codeur cède ses droits? Alors, voilà, ça c'est... La première analyse, c'est dans sa tête, c'est dans son patrimoine, c'est dans son portefeuille. Après, ou avant de coder, il peut faire un contrat. Ça sera le deuxième PowerPoint. Très souvent, comme je vous le disais, le développement ne se fait pas individuellement, mais en équipe. Si on est plusieurs à coder, à qui ça appartient? Alors là, c'est bien difficile. Et très souvent, on part du résultat qu'on veut obtenir, on construit un raisonnement un peu bistrac, parce qu'on souhaite que l'entreprise, le labo universitaire, l'association, la collectivité territoriale, région, département, ville, soient titulaires. La réalité, c'est que soit on a un contrat de travail, soit on a un contrat de cession, ce que vous évoquiez, soit on a une œuvre collective. Si on n'est pas dans un de ces 3 cas, l'œuvre n'appartient pas à l'employeur, l'organisation, aux gens. Parfois, on est 8. Eh ben, c'est comme une maison de famille dont on a hérité de la tante Marguerite. Ça s'appelle une indivision. Et c'est un bazar à gérer absolu. Ça, c'est très possible. C'est compliqué après pour... D'accord. Et pour éviter cette difficulté, on construit des arguments artificiels en disant
oui, mais en fait, il n'avait pas tout à fait un contrat de travail, mais alors il y avait un bon de commande, donc ça vaut contrat de cession. La réalité, la rigueur juridique, ça impose de dire que parfois on a des situations qui sont sauvées par des tribunaux, mais en fait, l'œuvre, elle n'appartient pas du tout à l'entreprise. Il y avait un énorme risque, en tout cas, qu'un tribunal le tranche. S'il y a un contrat de travail, a priori, les choses sont très simples. Vous avez un article du Code de la propriété intellectuelle, que j'ai copié là. Le droit sur le logiciel appartient à l'employeur. Bon, allez, c'est le cas de 90% des développements. Non, c'est pas vrai. Ça n'est pas le cas de 90% des développements. Parce que le texte dit, dans le cas d'un logiciel développé par quelqu'un dont c'est la mission ou la fonction, ou bien sur les instructions de l'employeur, alors le logiciel appartient à l'employeur. Alors ça vaut aussi pour les agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs. Alors, je vous passe le détail, mais dans certains cas, pour les agents de l'État, selon que c'est dans le cadre d'une mission de service public ou autre, il y a des distinctions, mais passons, c'est un peu trop détaillé. J'avais donné une formation lorsque ces textes sont sortis en 2006, et 10 ans plus tard, on en est toujours au même endroit, le texte est écrit n'importe comment, personne ne sait l'interpréter, et tout le monde dit que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Je suis désolé, les textes ont un sens, et ils disent autre chose. Mais passons, peu importe, tout le monde est content, ça s'appelle un consensus mou, et à un moment, il y aura une décision de justice qui dira « mais vous êtes tous gourés pendant des années », c'est comme ça. Alors, les titulaires. Reprenons ce fameux texte de l'article 113-9. Jusque dans les années 90, c'était assez simple. Les gens n'avaient pas d'ordinateur. Moi, j'en avais un dans les années 80, j'avais cassé ma tirelire, j'avais racketté les oncles, les tantes, les grands-parents, et tout le monde me regardait avec des yeux comme ça, je faisais partie d'un club de geeks, c'était très exceptionnel. Aujourd'hui, de très nombreuses personnes ont des ordinateurs à la maison, on peut apprendre à coder avec des tutos, j'ai un client qui m'a dit récemment, tu peux apprendre à coder en PHP en un week-end. Tu coderas mal, mais tu coderas. Bon. On a même des systèmes éducatifs pour apprendre à coder avec des systèmes conceptuels très intelligents. Le début de la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions de justice, vous avez vu, c'est 1994-1993. À l'époque, pas d'ordinateur perso, quasiment pas. Et lorsque les gens codent, c'est toujours la même histoire. Vous avez un directeur administratif et financier, un directeur de prod, un directeur juridique, quelqu'un qui est dans des bureaux qui s'occupe de... qui dit, mais qu'est-ce que ça pourrait s'automatiser intelligemment, simplement, telle chose, on pourrait faire des contrôles, qualité, enfin je ne sais pas. Et il code de sa propre initiative. Et les premières décisions disent, vous avez utilisé le matériel de l'entreprise, c'est à l'entreprise. C'est pas dans vos fonctions, c'est pas... Il l'a fait de sa propre initiative, le texte ne parle pas de matériel. Ça appartient à l'entreprise. Ensuite, on dit, écoutez, vous êtes chargé de recrutement, vous avez développé un logiciel pour gérer une agence de recrutement, ça fait partie de vos fonctions. Pardon, excusez-moi, les fonctions, c'est faire du recrutement, c'est pas faire du codage. Mais on a eu des premières décisions qui ont été très en faveur des entreprises, peut-être par réalisme économique aussi. Et puis finalement, comme les juristes sont extrêmement conservateurs, et quand ils ont une question, ils ouvrent leur code, on reproduit les mêmes erreurs conceptuelles. Je suis désolé, les textes ont un sens, il y a un très grand nombre de situations où le texte n'a pas vocation à s'appliquer. Exemple, un logiciel est développé par un gérant de SARL. C'est l'histoire, le mythe dans le garage ou dans le grenier, il gère d'abord en auto-entrepreneur, etc., mais ce n'est pas seulement un mythe, ça arrive très régulièrement. À qui appartient le logiciel? Mais jamais à l'entreprise. Un gérant de SARL n'a pas de contrat de travail avec son entreprise. On peut me tordre le texte dans tous les sens, on peut me faire dire ce que je... Enfin, les textes ont un sens. Et aujourd'hui, vous avez des capitaux investisseurs, des VCs, qui investissent dans une entreprise, plusieurs millions d'euros. Alors, ils vont faire un audit super chiadé du contrat de travail de Tartemuche ou quoi que ce soit, mais la richesse de la boîte, qui est le logiciel, il passe juste à côté du fait que le logiciel a été fait par Gérard, du temps où il était étudiant, puis du temps où il a eu le RMI, où il en a bavé des ronds de chapeau, où il vivait comme les gars de Airbnb sur le canapé, et que progressivement, il est devenu patron d'une boîte dans laquelle il faut investir, sauf que la boîte, elle n'est pas propriétaire.
elle n'est pas titulaire. Quand je raconte, quand j'argumente là-dessus, on me dit « vous êtes fou », je suis désolé, c'est exactement ce qui est arrivé dans l'affaire Skype, où le logiciel, la société Skype a été vendue à eBay, 1 milliard de dollars, en titre d'eBay. 6 mois plus tard, ça valait plus que 200 millions de dollars. Il y avait une chute. Quand eBay, au bout d'un an et demi, s'est aperçu, 2007-2008 je crois, qu'ils n'arrivaient pas à monétiser, à gagner de l'argent avec, ils l'ont revendu à Microsoft. Bon, Microsoft annonce publiquement, j'achète dans 2 mois, puisqu'il y a toujours une lettre d'intention, un memorandum of understanding, un pré-contrat, un avant-contrat, à chaque fois c'est l'avocat qui gagne. On fait tourner le... Voilà. Et là, les fondateurs se réveillent et disent, je vous ai peut-être vendu les titres de la société, mais pas la propriété intellectuelle qui était dedans. Bah si, quand même 1 milliard. Non. Alors, à l'époque, coup de tonnerre, les avocats se réveillent en disant attendez, qu'est-ce que c'est cette histoire? Personne n'y croit. Et puis, les fondateurs de Skype saisissent un juge de Londres en demandant une seule chose. Je suis victime d'une contrefaçon puisqu'ils ne m'ont pas acheté le logiciel et qu'ils l'utilisent sans mon autorisation, c'est la définition d'une contrefaçon. Et donc, je vous demande de débrancher le fichier central d'adresse. Juste le truc qui permet de dire que Bernard Lamont veut discuter à Gérard Dupont. Ça a été transigé en 15 jours. Il y a plein d'entreprises où, par exemple, les stagiaires font énormément de R&D. Vous avez même des écoles informatiques en dernière année qui disent en septembre, tu viens plus en cours quasiment, tu fais un projet à 4 ou 5. Bah, à 4 ou 5 en dernière année d'informatique, au bout de 6-8 mois, on a quand même un beau soft, quoi. Mais ça n'appartient pas à l'entreprise. Et même si l'entreprise donne une indemnité de stage, hein, les intérimaires avec qui sont-ils en contrat de travail? Pas avec l'entreprise de travail temporaire, pas avec l'entreprise utilisatrice chez qui ils sont. Les mandataires sociaux, je vous en parlais, les collaborateurs libéraux dans les entreprises de services professionnels du type avocat, les associés dans un cabinet d'avocats ou dans un cabinet médical, je le cite volontairement, cabinet médical, parce que c'est déjà arrivé, ça a déjà été plaidé. D'accord? Il y a plein de gens qui disent, non mais tu es associé dans un cabinet médical, tu fais un logiciel de gestion médicale, etc. Donc ça, non. Donc ça appartient à celui qui code. Donc le conseil pratique il est tout simple, on regarde un petit peu et on signe un contrat de cession, par exemple au début du stage, par exemple avec l'entreprise de travail temporaire, par exemple avec les mandataires sociaux. C'est assez simple, ça n'a pas besoin de faire 20 pages, mais c'est efficace. Mais ça veut dire que si c'est un salarié d'entreprise, on va faire quelque chose, mais donc on met aussi une clause spécifique dans le contrat de travail en disant... Alors, si c'est un salarié et que dans ses fonctions il y a, vous êtes embauché, Monsieur Dupont, pour développer du logiciel, on a un texte qui dit les droits appartiennent à l'employeur, pas de difficulté. Je parle des gens dont les fonctions sont, je ne sais pas moi, directeur général et qui le soir fait un soft de sa propre initiative, sans instruction et sans que ce soit dans ses fonctions. Alors ça pose problème parce que vous avez des grandes entreprises informatiques, par exemple, où les juristes, les comptables, les financiers sont qualifiés d'informaticiens. Parce qu'on est dans la convention collective Syntec informatique, et donc quand on est directeur juridique, on est ingénieur niveau 3, échelon 27. Bon, donc on a des petites zones grises comme ça. Alors maintenant, mettons-nous dans le cas où on n'est pas dans une entreprise, on travaille tous ensemble, dans un incubateur, dans le cadre d'un projet de fin d'études, dans le cadre d'un accord de consortium, une entreprise moyenne, une grosse entreprise et un labo, travaillent ensemble, à qui ça appartient? Il y a des gens qui disent, ça appartient à celui qui réunit tout le monde et qui édite le logiciel. Eh bien, pas toujours, et même rarement. Ça l'œuvre de collaboration et l'œuvre collective. La bonne comparaison, la bonne analogie pour fixer les idées, c'est la vieille Encyclopædia Universalis, qui n'existe plus. Encyclopædia Universalis, on demandait à un grand ponte de telle spécialité de résumer en 4 pages
toute la connaissance sur les oiseaux vivant en Alaska, où toute sa vie était résumée en 4 pages. Ce qui fait qu'à la fin, vous aviez une table des matières avec Bernard Lamont a fait le fascicule sur le droit de l'informatique. C'est pas le cas. Eh bien, dans une œuvre de collaboration, on est dans cette situation-là où on sait qui a écrit quoi. Et puis il y a l'autre situation qui est l'œuvre collective, où on travaille tous ensemble pendant 2 mois, et à la fin, on ne sait plus si c'est vous, si c'est moi, si c'est l'autre, si on a rebondi, on a fait énormément de brainstorm. Il y a une fusion des contributions. Bien souvent, parce qu'on veut que l'entreprise soit titulaire des droits, on dit il y a fusion des contributions, on ne sait plus qui a écrit quoi. Sauf que la réalité, c'est que quand vous lisez le code source, vous savez bien que tel module il a été écrit par Bernard et tel module il a été écrit par Maurice. Parce que dans les remarques, dans les petits commentaires, vous avez copyright. Alors parfois des pseudonymes, mais qui sont absolument transparents et on peut les démontrer, voire carrément, ceci a été écrit par Bernard Lamont. Ou alors vous avez d'autres moyens de le démontrer parce que vous avez le déversement dans des outils du type GitHub, c'est-à-dire des outils de suivi de projet, de gestion de projet, où on voit que c'est un tel qui a travaillé sur le module financier, l'autre sur le module comptable et l'autre sur le module CRM. Ben dans ces cas-là, il n'y a pas d'œuvre collective, et chacun est copropriétaire d'un petit bout, et on retombe sur la maison de la tante Marguerite, où on est 8 co-indivisaires, et alors là, à gérer derrière, c'est bien difficile. Et ce que vous disiez tout à l'heure, votre question, on peut aussi rédiger un contrat de cession, ça va être la deuxième partie. Après, ça va aller très très vite et on va tenir le challenge de vous libérer à 10h30. Rappelez-vous la base. Le logiciel est protégé par le droit d'auteur. Le droit d'auteur existe même si on n'a pas de titre de l'INPI. Ça n'est pas comme une marque. Une marque n'existe pas tant qu'on n'a pas le certificat de l'INPI. Un brevet n'existe pas tant qu'on n'a pas le brevet attribué par l'INPI. Alors, INPI ou alors les versions européennes. Hein, pour la marque, le bureau européen est en Espagne, à Alicante. Pour les brevets, c'est à Munich. Je me suis retrouvé à l'hôtel en face de l'Office européen des brevets. C'est un bâtiment très très impressionnant. La dernière fois que j'ai été aussi impressionné par un bâtiment, c'est le palais de Ceausescu en Roumanie. C'est massif, et ça veut bien dire, ici, c'est sérieux. Comment peut-on démontrer à l'extérieur qu'on est titulaire de droit sur une œuvre? En théorie, le jour où vous avez terminé de coder, et même au fur et à mesure que vous codez, au fur et à mesure que vous dessinez, au fur et à mesure que vous composez la chanson, au fur et à mesure que vous tournez le film, il y a protection par le droit d'auteur. Et donc, ce qu'on recommande très fortement, ça facilite beaucoup les choses, c'est de faire des dépôts. Des dépôts à intervalles réguliers, et vous en avez de plusieurs types. Le premier dépôt, premier historiquement, celui que je recommande, c'est le dépôt dans une enveloppe solo. Alors ça se présente comme ça vaut 15 €. Vous pouvez mettre 7 pages dedans. Donc 7 pages recto verso en faisant 4 pages sur une page, ça commence à faire un peu des lignes de code. S'il faut en faire 3, faites-en 3, ça fera 45 €. Et ça fonctionne de la manière suivante. Vous mettez la même chose à droite et à gauche, vous refermez, vous envoyez à l'INPI. Ensuite, à l'INPI, ils envoient un laser qui dessine un numéro de dépôt et une date de dépôt. Donc là, c'était le 441-690, 1er mars 2012. Il coupe en deux, il garde le deuxième exemplaire et il vous renvoie celui-là, sous enveloppe fermée. Et là, vous ne faites surtout pas ce que j'ai fait, là je le fais pour des raisons pédagogiques, pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur, vous le gardez. Et comme ça, si quelqu'un vous pique, je rappelle, non pas l'idée, mais copie-colle le code source, vous le sortez, vous l'ouvrez devant un huissier de justice. Il y a une contestation, on appelle l'INPI et on dit, bon, démontrez bien que le 1er mars 2012, c'est ça qui a été déposé. On ouvre à nouveau devant un huissier de justice. C'est conservé par l'INPI 5 ans, et il suffit de demander une fois et de payer quelques dizaines d'euros pour que ce soit conservé 5 ans de plus. Donc en matière informatique, quand on arrive au bout de 10 ans, voilà, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Et quand on ouvre, voilà ce que ça donne à l'intérieur. Vous avez des feuilles de papier,
moi j'avais déposé, par exemple, le fameux tableau que vous avez vu tout à l'heure, en couleur bleue, après c'est devenu orange. Grosso modo, ce tableau-là, je l'ai élaboré parce que je voulais, sur une seule page, montrer de manière synthétique et globale le tableau général de la propriété intellectuelle. Je me suis dit, si jamais c'est copié comme ça, ben, je pourrais sortir mon document. Donc, 1er mars 2012, il va bientôt falloir que je renouvelle à l'INPI, que je prolonge de 5 ans. Donc ça, c'est la première méthode, 15 €, hein. Faites-le tous les mois, notamment quand on est en phase de pivots successifs, de réflexion et tout. Et une fois que votre logiciel est fait, vous pouvez soit le déposer chez un huissier de justice ou un notaire. Alors ça, c'est caché. C'est pas mal, c'est comme au poker, c'est les 2 cartes que vous avez. Alors ça peut être une paire d'as, ou pas, mais c'est caché. Et puis parfois, c'est intéressant de le rendre public. Pourquoi ? Parce que ça permet de faire du marketing et de dire « j'ai déposé mon logiciel ». Et notamment auprès de l'Agence pour la protection des programmes, qui est un organisme qui est associatif, ça n'est pas comme l'INPI, une organisation publique, qui va vous donner un certificat comme celui-là. Et ce certificat, il est agrafé à une enveloppe scellée dans laquelle il y a le bon vieux DVD. On vous donne un 2e exemplaire, ils en gardent un dans leur coffre-fort. Eh bien là, on est en train de faire un procès. En contrefaçon, l'adversaire nous dit « Écoutez, vous ne montrez pas quelle est l'œuvre. » Hop, certificat. Et on a envoyé le DVD à l'avocat de celui qu'on accuse de contrefaçon, et on a déjà, à mon avis, franchi le premier obstacle, qui est l'identification de l'œuvre. Après l'originalité, on a fait 5 pages de conclusion, on espère convaincre le tribunal. Donc le coût, je vous ai dit pour une solo, 15 €, huissier notaire, 200, 300, 400 €, les frais sont libres. L'APP, c'est un peu plus cher. Je vais dire une bêtise, je crois que l'adhésion annuelle est de quelques centaines d'euros et chaque dépôt est facturé de 200 ou 300 €. Mais dans l'industrie informatique, vous arrivez en disant « mon logiciel a été déposé à l'APP », la lumière nous est apparue, c'est comme si tout était résolu, etc. J'ai même eu une discussion avec un client qui avait un logiciel qui gérait plusieurs milliards d'euros de facturation par an. C'est le logiciel qui fabriquait les factures. Et je lui dis, donc votre entreprise, elle repose un tout petit peu là-dessus, parce que si le logiciel casse ou n'est plus maintenu, vous inquiétez pas, c'est déposé à l'APP. D'accord. Donc on a regardé, le dépôt à l'APP remontait à 4 ans et demi. Bon, il y avait eu 12 versions depuis, 5 versions majeures, etc. Donc attention, APP, ça n'est pas un coup de baguette magique. C'est un dépôt qui est intéressant, mais notamment quand on est client, ça n'est pas parfait. L'intérêt de l'APP, c'est que il est affirmé que si dans le contrat de licence entre l'éditeur et le client, on le précise par écrit, en cas de faillite de l'éditeur, pour parler clair, pour parler vite, le client pourra avoir accès au code source, ouvrir le fameux DVD, et comme ça, au moins récupérer le logiciel. Par retour d'expérience, je ne l'ai jamais vu fonctionner. Ça ne fait que 10 ans que je suis spécialiste de l'informatique, donc il me manque sûrement un petit peu d'échantillons représentatifs. Même quand on a accès au DVD, en général, le dernier dépôt, quand un éditeur est en faillite, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'il n'a pas fait les dépôts. Il faut faire attention et le faire régulièrement. Alors, les contrats, premier contrat que vous évoquiez, le plus simple, la cession, moi, Bernard Lamont, je donne à toi le logiciel. Pas la licence, la cession. Je vends. En théorie, pas de formalisme. Un mail suffit. Je te confirme que comme tu m'as commandé le soft qui coûte 50 000 €, il est à toi. Non, ça ne suffit pas. Parce que si on a seulement un mail, on a aussi 50 procès devant nous. Hein. On a une grande incertitude. Donc, faisons un contrat. Dans le flou,
les juridictions ont plutôt tendance à interpréter contre l'acquéreur. On a une décision en 2006, c'est pas d'hier, où l'UTAC, vous savez l'organisme qui décide que vous consommez 5,2 litres au 100 sur un banc d'essai, en théorie, en conditions de ville, avait souscrit un contrat avec M. Dadon. M. Dadon avait travaillé pendant 2 ans en consultant, pas en salariat, et il était payé, je ne sais pas, alors, à l'époque, on va dire aujourd'hui, 800 € par jour, et il travaillait dans la maison, etc. Donc ça s'appelle un contrat de travail déguisé, mais le contrat lui-même était un contrat de développement. Au bout de 2 ans ou 3 ans, l'UTAC dit on va s'arrêter à Noël, hein, on est le 23 décembre, donc tu finis après-demain. Évidemment, M. Dadon n'est pas très très content. Et il dit, au fait, tout ce que je vous ai développé, c'est à moi. Hein. Ah bah non, c'est pas... On vous l'a payé. Non, vous m'avez payé la prestation de service. Vous n'avez pas acheté. Et on a de très nombreux cas où on a des gens qui développent, le client qui a payé le développement pense être propriétaire. Et on se bat derrière, on a des jurisprudences qui sont dans un sens, qui sont dans l'autre, on n'a pas la clause de cession de propriété intellectuelle dans le contrat de développement, et on a un grand flou, une grande insécurité juridique. Pourtant, la vente peut être faite à un prix qui est convenu. On peut même dire que, compte tenu du fait qu'on vous paye 800 € par jour, ou 200 000 € pour tout le logiciel, la cession est comprise dans le prix. La seule chose, c'est que, quitte à faire un contrat, autant ne pas mettre que c'est vendu pour 1 €. Parce que là, théoriquement, le contrat pourrait être annulé. Il n'y a pas de jurisprudence en matière de logiciel, mais il y a de la jurisprudence en matière d'œuvres artistiques, parce qu'un peintre un peu pris à la gorge a vendu sa collection pour quelques centaines de francs, d'euros, et la vente est ultérieurement annulée, en général à la demande des héritiers qui disent vous avez profité du fait que c'était un artiste maudit pour acheter à bon compte des centaines de toiles qui valaient beaucoup d'argent. Bon. En matière de logiciel et pas d'application, voilà. Alors, troisième, après le droit d'auteur et le réceptacle naturel du logiciel, et après le contrat de travail n'assure pas nécessairement le transfert de la cession. Une idée couramment admise, je pense que ça devrait atteindre 98,5% chez les éditeurs, je ne peux pas remettre le code source du logiciel parce que je ne veux pas vous transférer la propriété. Ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. Vous avez un aspect technique. Regardez, je vous donne ce stylo. Est-ce que j'ai transféré la propriété? Peut-être, peut-être pas. A priori, non. C'est juste pour prendre 3 notes. Ou peut-être. En tout cas, on peut se battre pendant des mois ou des années. Si un éditeur remet le code source à son client pour que ensuite ce soit même maintenu par un tiers, prenons l'idée d'un éditeur de logiciel pour qui le soft n'est pas stratégique. J'ai le cas en ce moment, j'ai un client qui me dit on s'est très bien entendu pendant plusieurs années, mais là, il n'aime plus mon produit. S'il lui remet le soft, il n'est pas certain qu'il lui remette la propriété en même temps. Alors souvent, les juristes raisonnent par rapport à une vieille décision de jurisprudence, à l'époque où les photos n'étaient pas numériques mais argentiques. On disait que quand un photographe confiait à l'agence de presse les originaux, les plaques originales, ça va transfert de propriété, ça voulait dire tu en fais ce que tu veux. Sinon, le photographe éditait des planches contact, vous savez, des petites reproductions avec des petites vignettes, et il disait si tu veux une photo, tu la sélectionnes puis tu me l'achètes. Et je ne te donnerai que le droit de reproduire, mais pas la cession des droits. Un jour, une décision est intervenue, la Cour d'appel de Paris a dit quand le photographe se sépare de ses négatifs, pour parler clair, c'est qu'il vend aussi l'œuvre avec, pas seulement le droit de reproduire une fois dans Paris Match ou dans une exposition. On applique ça en informatique parfois et on dit vous avez transmis le code source, c'est donc que vous avez vendu. Et du côté des éditeurs, je ne peux pas vous transmettre le code source parce que ce serait un transfert de propriété, ça n'est pas vrai. Il n'y a pas de certitude à ce sujet. Sachant qu'en plus, il y a une sacrée particularité en ce qui concerne l'informatique,
c'est que l'informatique, le logiciel, c'est un bien non rival. Ça signifie quoi? Ça signifie que si je vous vends ce stylo, et qu'il arrive dans votre patrimoine, vous me donnez 1 €, j'ai 1 €, mais je n'ai plus le stylo. Tandis qu'avec un logiciel, je peux vous vendre le logiciel, vous me donnez 1 €, et je suis toujours propriétaire du logiciel. Et vous aussi. Donc on passe d'un monde aristotélicien à un monde presque de Confucius. On n'est pas dans le A ou B, on est dans le A et B. Et parfois, je me heurte pendant des heures et des heures à des juristes qui me disent, qui raisonnent sur le modèle classique de si je vends ma voiture, que je donne les clés, ça s'appelle la tradition, la remise des clés, plus la carte grise, qui est un titre de propriété, évidemment, la voiture ne m'appartient plus. Si demain je rentre dedans et que je m'envoie avec, c'est un vol. Ça ne marche pas en ce qui concerne le logiciel, ou plus précisément, c'est magique. Ça peut être et à moi et à toi. Je ne parle pas de la licence, où j'ai acquis un droit d'usage de PowerPoint, de Word, ou quoi que ce soit. Non, le même logiciel peut être à l'entreprise A et à l'entreprise B. Ça résout énormément de difficultés, et en revanche, l'incompréhension de ça crée des chamailleries qui sont totalement inutiles, et parfois, en un quart d'heure, je calme des gens qui se chamaillent depuis des mois et des mois. Il peut y avoir un transfert de propriété, et je peux rester propriétaire. Alors ça, c'est... non, si je vends la maison, elle ne m'appartient plus. Ben si, je vends la maison et je reste propriétaire. Par exemple, j'ai développé un logiciel pour les cabinets d'avocats, je veux le garder. Je veux pouvoir l'utiliser, je veux pouvoir le vendre à d'autres avocats. Néanmoins, c'est très proche du fonctionnement logiciel de gestion d'huissier de justice, par exemple. En disant à mon acheteur, bah, vous pourrez lui faire un peu ce que vous voulez. Moi aussi. D'ailleurs, dans le monde du logiciel, on appelle ça un forking, hein, une fourchette. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une sécession, il y a une équipe qui part parce que elle veut faire un logiciel beaucoup plus facile à utiliser, tandis que l'autre, non, on préfère que l'écran soit moche, mais que derrière, ça soit très efficace. Donc, n'est pas nécessairement une cession. Alors, le contrat de licence, on en utilise en fait, sans le savoir, tous les jours. Paradoxalement, quand vous montez dans votre voiture, vous avez un contrat de licence. Puisqu'aujourd'hui, il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de lignes de code dans votre voiture. Vous ne le savez juste pas. Quand vous achetez une montre connectée, quand vous avez un téléphone... Alors si, quand même, les téléphones portables, on s'en aperçoit, on est même obligé de lire les 42 pages avant de... Non, personne ne les lit, mais c'est une licence. Et on a la licence classique, on va dire Microsoft, Oracle, Adobe, etc., avec des juristes qui se chamaillent depuis 30 ans, et c'est très drôle de poser cette question pour animer un dîner entre juristes. Est-ce que c'est une vente ou est-ce que c'est une location? Est-ce que c'est la vente d'un droit d'usage, ou est-ce que c'est juste, je te prête le truc et c'est une location un peu comme un appartement qu'on loue? A priori, ça n'a aucun intérêt pratique. Enfin, de toute façon, on paye 200 € la licence Microsoft PowerPoint, et tout, si ça en a une. Parce que si on considère que c'est une location, le propriétaire, Microsoft, vous vend un droit qui est extrêmement précaire. Donc si dans le contrat de licence, il est dit « je vous le vends à vous, mais seulement à vous, et vous n'avez pas le droit de le revendre. Je vous vends à vous, mais seulement à vous, et vous n'avez pas le droit de traverser les frontières. Je vous le vends à vous, mais seulement à vous. » Et même si vous en avez acheté 200 licences, et que demain votre entreprise n'a besoin que de 100, too bad for you. Mais vous ne pouvez pas obtenir le remboursement ou revendre les 100 licences inutiles. C'est une vente. Ah, une particularité que je vous expliquais juste avant, en même temps, ça continue à appartenir à Word. Mais si, à Microsoft, mais si Microsoft vous vend un droit d'usage du logiciel, vous pouvez le revendre, en faire ce que vous voulez. Jusqu'à il y a quelques années, et encore aujourd'hui, la majorité des éditeurs, y compris des grands éditeurs de logiciels de gestion, disent « Non, c'est un contrat de licence, le droit que je vous confère est précaire, donc vous ne pouvez pas revendre, vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. » Et la Cour de justice de l'Union européenne a dit « pas du tout. 3 juillet 2012, il y a une société allemande qui s'appelle Usesoft, hein, le logiciel d'occasion, si ça s'appelait... c'est comme Le Bon Coin, c'est très... ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le contrat
est un contrat de vente. Voilà. La Cour de justice de l'Union européenne dit que quand quelqu'un achète 300 licences et qu'au bout de un mois, il n'a besoin que de 200 licences, il peut revendre les 100 licences. Les éditeurs américains sont fous de rage. Quand je discute avec des juristes, il y a 15 jours, j'avais une juriste de Los Angeles, au bout de 2 minutes, j'ai dit ouais, non mais vous avez raison, ça n'est qu'un ramassis de bolcheviques et tout. Non mais ils ne comprennent pas. Pour eux, le contrat est la clé absolue, et comme dans le contrat, il y a marqué contrat de licence qui confère un droit révocable, précaire, et que tu n'as pas le droit de revendre, ben tu n'as pas le droit de revendre. La Cour de justice dit non, attendez, c'est bon. Vous avez gagné des sous lors de la première mise sur le marché. Quand vous avez vendu 200 € votre licence PowerPoint, ben vous l'avez vendue, c'est bon. Que l'autre, quand il n'en a plus besoin, puisse le revendre 70 €, ça ne vous concerne plus. Pour qu'il y ait un marché unique, ça s'appelle la théorie de l'épuisement des droits, on qualifie ça de preuve. Bon, alors, ces licences grand public, je ne trahis aucun secret, c'est évident. Elles sont très souvent totalement illisibles. Elles changent tous les 36 du mois. Que les choses soient claires, elles sont faites pour être incompréhensibles. Et donc, c'est le fameux jeu de Bonto, vous savez, avec celui qui a la dame de cœur et 2 autres cartes. Il vous montre, il vous fait gagner une fois, et puis après, toc, 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 et vous perdez toujours. Vous perdez toujours. Et même quand vous gagnez, il s'en va avec votre argent en courant. Bon, mais ça c'est un autre sujet. De toute façon, vous perdez. Et vous avez des décisions de justice, notamment le tribunal de Paris qui a sanctionné Oracle pour des comportements qui s'assimilent à du chantage. Le terme est non pas écrit noir sur blanc, mais en parlant de pression commerciale scandaleuse, avec derrière des contrats de licence qui sont alors incompréhensibles ou illisibles, notamment dans cette histoire, l'AFPA avait acheté une série de logiciels Oracle, et le revendeur avait installé ce qui servait à faire du CRM, de la gestion financière, de la comptabilité, puis un autre truc. Et Oracle fait un contrôle 2 ans plus tard en disant « Non mais en fait, vous n'en avez acheté que 2 modules sur 4 ou sur 5. Donc je vous fais rattraper par la patrouille. Je vous fais payer. » Ça s'appelle un audit de conformité. Une façon d'aller récupérer des sous supplémentaires. Bah, évidemment, vous êtes en train de lancer un appel d'offres pour d'autres logiciels. Si on gagne l'appel d'offres, on oubliera ça. Le tribunal a dit non. Ça n'est pas possible. Je ne sais, Oracle a fait appel, je termine. Je ne sais pas ce que la Cour d'appel décidera. Mais ces contrats sont illisibles et c'est fait pour. Quand on fait un contrat de licence entre nous, souvent, le contrat est d'une qualité formelle variable. Parfois, certains prennent des modèles sur Internet, etc. Et on oublie juste de dire pour combien de temps on confère une licence. Et bien, quand il n'y a pas de durée dans un contrat, le contrat est à durée indéterminée. Et la conséquence d'un contrat à durée indéterminée, c'est qu'on peut l'arrêter quand on veut. Quand je dis ça, on me dit « vous êtes fou ». Et je dis « la Cour d'appel de Paris l'a jugé dans une affaire en 2001 ». Alors la petite clause qui dit « je vous donne cette licence qui est le droit d'utiliser le logiciel pour la durée de protection du logiciel », c'est une durée très longue, et donc tout le monde est content. Elle est parfois oubliée, et dans ce cas-là, eh bien, l'éditeur, s'il se chamaille notamment avec le client, peut dire « j'arrête dans 3 mois », avec un préavis d'une durée théoriquement raisonnable. L'open source. Alors là, en général, je me fais couper la tête par la moitié de la salle, applaudir par l'autre moitié, et puis 5 minutes plus tard, c'est l'inverse. Le sujet est très très passionnel, encore aujourd'hui. Open source, il n'y a pas de définition. Il y a deux grandes associations qui se battent sur ce sujet, la Free Software Foundation et la Open Source Initiative. Je vais exagérer, mais on est un peu pris par le temps. Free Software Foundation, c'est les chevelus libertaires, et Open Source Initiative, c'est les gros businessmen. Je n'exagère pas à peine. Et les deux sont très respectables. Ça, c'est l'équipe très grand principe,
tout le monde a le droit d'eux, et puis on n'aime pas d'ailleurs le principe de la propriété intellectuelle, donc on a fait un outil dans le cadre de la propriété intellectuelle pour faire mal à la propriété intellectuelle. C'est génial, l'open source, bon, on peut en parler pendant des heures. L'open source initiative, c'est un modèle économique qui est vachement sympa, qui est très efficace pour tout le monde et pour les éditeurs, très vertueux pour les éditeurs et pour les utilisateurs. Arrêtez de nous embêter avec vos délires de principe, c'est bon pour le business. Bon, peu importe, les deux se battent. On a des décisions de justice qui sont plus souvent obtenues par la Free Software Foundation. L'open source initiative est beaucoup plus dans le poids, j'allais dire, le lobbying auprès de certains grands éditeurs. Le consensus, c'est que pour qu'un logiciel soit qualifié d'open source, il faut que l'éditeur, l'auteur précisément, confère à l'utilisateur 4 libertés fondamentales. Le droit d'aller toucher le code, de le distribuer, de le modifier, donc de l'utiliser, de l'étudier, de le modifier et de le distribuer derrière. Et en général, l'auteur dit « mais tu le prends en l'état et puis moi je suis responsable de rien » parce qu'en plus tu l'as gratuitement ou quasi gratuitement. Le modèle majoritaire, c'est quand même que c'est gratuit. Pas obligatoire, mais c'est souvent le cas. Alors pendant des années, on s'est demandé qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est une sorte de domaine public et tout. Pendant des années, moi je suis intervenu dans des conférences avec des gens très motivés politiquement, et je leur disais, quand quelqu'un télécharge sur une forge, sur un logiciel, sur un serveur internet, un logiciel, c'est un contrat avec l'auteur. L'auteur dit, tu peux télécharger, mais si tu télécharges, tu obéis à la GPL, la BSD, la Apache, enfin peu importe, il y en a plein. Le premier mind map que je vous ai montré, c'est un logiciel libre, Freeplane. Quand je l'ai téléchargé, j'ai accepté de faire quoi ? Ça vise une des plus courantes, la plus courante, la licence GPL version 2. Donc c'est un contrat, c'est un accord de volonté, ça crée des obligations. Ça veut dire que si l'auteur du logiciel s'aperçoit que j'ai modifié, mais que par exemple je n'ai pas reversé cette contribution à la communauté, c'est un peu ça le grand principe, il peut me faire un procès. C'est un contrat, ça crée des obligations. Le problème, c'est un contrat qui est rédigé le plus souvent en anglais, sauf les avatars français, il y a quelques licences qui ont été, même pas traduites, mais francisées. Et puis alors, l'auteur, quand tout va bien, il est en Europe, souvent il est partout, c'est une œuvre collective, ou de collaboration, on a plusieurs contributeurs, ça se chamaille d'ailleurs, comme dans l'association des boulistes du boulevard Machin, enfin c'est parfois très vivant comme système. Certains appellent ça, il y a une très jolie expression qui dit Microsoft et les grands éditeurs, c'est la cathédrale, c'est-à-dire on met deux siècles à construire une cathédrale. Le logiciel libre, c'est le bazar. C'est-à-dire chacun est un peu... voilà. La vérité technologique, technique et financière derrière, c'est qu'il y a autant de valeur d'un côté que de l'autre. Et que d'ailleurs, par exemple, Internet fonctionne exclusivement à base de logiciels libres. Bon, donc, la question, c'est quand on a un contrat et que quelqu'un décide de le violer, est-ce qu'on peut faire un procès ? Eh bien oui. Même si les licences sont souvent rédigées en anglais, c'est difficile d'identifier l'auteur et c'est téléchargé partout dans le monde. On a des procès. La plus courante, c'est la licence GPL, qui a une particularité, c'est que si je télécharge et que je modifie, et que derrière je décide de distribuer, je dois distribuer sous la même. Si je modifie et que je garde pour moi, je garde pour moi. Je ne suis pas obligé de donner à tout le monde. En revanche, si je décide de vendre, de distribuer à l'extérieur, ça doit être sous la même licence. Je ne peux pas m'approprier et mettre en licence propriétaire le truc que j'ai récupéré, même si j'ai modifié 3 lignes. Ça paraît assez sain, tu as récupéré quelque chose de libre, tu l'améliores, tu le distribues, tu dois le faire aussi libre. Alors, certains appellent ça l'effet viral, comme un virus. La licence GPL se dissémine comme un virus.
Les partisans du logiciel libre détestent cette expression, parce que virus est connoté maladie et problème, et ils préfèrent parler de la licence rémanente, qui reste. Quand vous regardez un écran et que c'est très flashy, vous avez dans l'œil une petite trace qui reste, c'est rémanent, c'est une rémanence. Bon, après, il y a des façons de gérer ça, c'est un peu technique. On a des décisions. En Allemagne, à Munich, capitale allemande du logiciel, siège de l'Office européen des brevets. Vous allez voir, pour conclure, c'est ça dont je vais vous parler. Hein. Et en France, on a un arrêt de la Cour d'appel de Paris, très simple, entre l'AFPA, la même que tout à l'heure, et une société qui avait développé un système d'enseignement à distance, pour être rapide, et pris par le temps, cette société avait livré du logiciel et puis avait nettoyé le code source, avait enlevé toutes les mentions à la GPL, avait enlevé le nom des auteurs. L'AFPA avait fait un procès, et la Cour d'appel de Paris a dit l'AFPA a commandé un logiciel, l'autre lui a vendu un soft qui appartient à quelqu'un d'autre, sous une licence libre, et donc au lieu de lui vendre une voiture, vous lui avez vendu une charrette à bras. Il y a un dol, c'est-à-dire une manœuvre frauduleuse, vous avez nettoyé le code d'une manière illégale, et donc la vente est annulée. La vente est annulée. Donc attention quand on utilise du logiciel libre, derrière, qu'est-ce qu'on en fait, quoi, hein, ça peut être très important. Ça pose des problèmes, ça résout presque plus de problèmes d'ailleurs quand c'est un logiciel embarqué, embedded, c'est-à-dire là j'ai du logiciel embarqué. Dans la voiture on a du logiciel embarqué, dans les avions il y a du logiciel embarqué. Et puis on peut passer des heures à se dire mais qu'est-ce que c'est qu'une œuvre dérivée en matière informatique? Est-ce que quand on dit dans la GPL derivative work, est-ce que ça veut dire la même chose qu'en français, une œuvre composite ou une œuvre dérivée? Bon, peu importe, ça n'est pas très, très important. Je vous ai parlé tout à l'heure d'interopérabilité. De plus en plus aujourd'hui, le génie des logiciels, c'est le fait que 2 logiciels puissent se parler, ou 3 logiciels puissent se parler, et qu'il y ait des flux rapides, efficaces, etc. Les éditeurs mettent en place des API qui sont des ponts, et la question se pose de savoir si ces ponts, c'est-à-dire la manière dont les données sont échangées, dont les flux sont organisés, c'est protégé par le droit d'auteur. Pas de jurisprudence en France, à ma connaissance, pas en Europe, et aux États-Unis, on a une décision qui dit l'API dans le monde Java, dans le langage Java, peut être protégée par le droit d'auteur. La décision est d'une complexité extrême, et même avec ma modeste compétence en informatique, je n'ai pas tout compris. Ce qui est important, c'est que quand Google l'a utilisé pour les téléphones portables Android, il pouvait le faire sans payer de redevance, au titre d'une exception qui s'appelle en droit américain le fair use. Ouais, on commence à être vraiment dans quelque chose de très technique. En soi, si ça arrive en Europe, on va se demander, est-ce que c'est une œuvre identifiée? Oui, ça c'est sûr. Est-ce que c'est original? Certainement, il y a un effort personnalisé qui va au-delà d'une logique automatique et contraignante, et donc ce sera probablement protégé par droit d'auteur. Je suis enregistré aujourd'hui, peut-être que dans 2 ans, vous me ressortirez la vidéo en disant « Ah, vous étiez gouré », je ne sais pas. Même aux États-Unis, un appel est en cours. Voilà. Et alors, pour terminer, l'autre voie de protection du logiciel, c'est le brevet. Je vous ai dit tout à l'heure, le logiciel est protégé par le droit d'auteur, naturellement, partout dans le monde. Il n'empêche, alors, le principe est que le brevet protège une invention qui est une solution technique à un problème technique et que ne sont pas brevetables, donc ne peuvent pas donner lieu à brevet. Les plans, principes et méthodes, les algorithmes dont on parlait tout à l'heure, les martingales en matière de jeu, c'est le fait de jouer tant à la roulette, et puis si on perd, on double la mise, et puis si on perd, on redouble la mise, puis à un moment, vous gagnez. Il faut espérer, puis il faut avoir beaucoup d'argent. Dans le domaine des activités économiques, les calculs de taux d'intérêt ne sont pas privatisables par le brevet, ainsi que les programmes d'ordinateur. Le Messedit,
le logiciel ne peut pas être protégé par le brevet. Est arrivé l'ABS. L'ABS, dans les années 70, mis au point par un fabricant allemand, je crois que c'est Mercedes, je me trompe peut-être, c'est un système qui, sur la roue et sur la plaquette de frein, vérifie 50 à 100 fois par seconde si la mâchoire a bloqué la roue. Parce que quand vous bloquez la roue, au lieu de freiner en 10 mètres, vous freinez en 20 mètres. L'adhérence est bien inférieure. Et vous risquez en plus, si la route est un peu humide, beaucoup plus de partir en aquaplaning. Donc le système vérifie 50 fois par seconde que c'est pas bloqué. Et si c'est bloqué, le boîtier envoie un ordre à un vérin qui débloque. Et vous, comme vous appuyez comme un malade sur la pédale de frein, ça rebloque, ça débloque, ça rebloque, ça débloque. Si vous avez déjà fait un freinage d'urgence, dans une voiture équipée d'un ABS, vous êtes aperçu de la conséquence pratique. C'est que vous ne freinez pas de manière uniforme, mais à chaque fois que le système débloque, vous faites... Le système se bloque, se débloque, se bloque, se débloque. Et comme ça, vous tenez vos 10 mètres ou 12 mètres de freinage au lieu de 20 mètres. Superbe invention qui a sauvé des tas de vies, qui a évité plein d'accidents. Et là-dedans, c'est composé de quoi, cette invention? C'est composé d'un senseur, un truc qui vérifie si c'est bloqué ou pas, d'un boîtier de calcul et d'un vérin qui débloque. Alors, si jamais l'inventeur m'entend exprimer ça comme ça, je vais me faire couper la tête. Néanmoins, réduit à sa plus simple expression, c'est ça, et c'est génial. Et il a fallu 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans pour le mettre au point. Mais là-dedans, il y a du logiciel. Il y a de l'algorithme. L'algorithme, il est très simple. Si mâchoire égale bloqué, Zen, envoyez ordre à système de débloquer. Boucler tous les centièmes de seconde. Là aussi, si le codeur du logiciel me voit réduire ça comme ça, je risque de passer un mauvais quart d'heure. Mais lorsque l'invention a été déposée, là c'est une vraie solution technique à un problème technique. Le problème technique, c'est... Et la solution technique, c'est le... Là-dedans, quand on décrit l'invention, il y a du logiciel. Il y a un bout de code. Mais ça paraît légitime qu'on protège une invention mise en œuvre par ordinateur, ou dans lequel, en tout cas, il y a un bout de logiciel. Bon. Années 70, années 80, l'Office européen des brevets, à Munich, il n'y a pas de hasard. Quand Apple gagne contre Samsung, à quelques kilomètres du siège social d'Apple, comment vous dire? Il y a une forme de facilité. Quand ce système est soumis à l'Office européen des brevets, qui est à Munich, capitale allemande du logiciel, au pays de la voiture et au pays de l'inventeur de ce système, l'Office européen des brevets donne le brevet. Encore une fois, là, pour moi, ça ne pose pas de problème, on est face à une véritable invention. Et puis, le menu déroulant est breveté, et puis on arrive sur des brevets qui, en matière informatique, vont très très loin. Par exemple, en matière de traitement de signal, nos téléphones portables, parce qu'ils prennent, quand on parle dans le téléphone, en fait, notre voix est échantillonnée, et nous n'avons qu'un centième de notre voix qui passe par les réseaux, sinon les réseaux exploseraient. Mais vous avez un système qui établit la relation avec l'antenne relais, du traitement de signal, c'est de la radio, qui coupe par petits bouts d'un centième, et qui, derrière, distribue, et qui, derrière, reconstitue dans votre propre téléphone. Tout ça, c'est basé sur du logiciel. Et tout cela est globalement breveté. Et pourtant, on nous dit, parce que là, on est vraiment dans des programmes d'ordinateur, ça ne devrait pas être breveté. À partir de 2005-2008, il s'est passé toute une série d'événements qui ont abouti en pratique à ce qu'aujourd'hui, on obtient relativement facilement des brevets sur des logiciels. Première étape, une bagarre absolument démente à l'initiative des partisans du logiciel libre pour rejeter une directive européenne qui permettait de breveter du logiciel. Elle se contentait, cette directive, entre guillemets, se contentait de mettre en texte ce qui était la pratique de l'Office européen des brevets depuis des années, puisque depuis 1985 à peu près, il y a eu toute une série de brevets qui sont très proches des programmes d'ordinateur. La directive brevet a fait l'objet d'une bagarre de lobbying absolument ahurissante, très efficace, enfin très respectable,
Tout cela pour vous dire que les lobbies, c'est pas seulement les gros méchants de l'industrie agroalimentaire dénoncée par Élise Lucet, parfois c'est les libertaires chevelus de la fédération de la Free Software Foundation. Tout cela mené notamment à l'initiative de Michel Rocard, qui est disparu il y a quelques semaines, quelques mois, qui avait pris la tête de ce mouvement, disant si on peut privatiser le logiciel, c'est une atteinte fondamentale à la possibilité d'innover. À raison ou à tort, je ne suis pas là pour vous faire part de mon opinion, peu importe. Je suis là pour dire ce qui s'est passé en vrai. La directive brevet a été rejetée. En France, par la loi de modernisation de l'économie en 2008, loi très libérale économiquement, on modifie l'article du Code de la propriété intellectuelle et on dit non, mais on ne peut pas protéger le brevet, on ne peut pas protéger par le brevet le programme as is, en tant que tel. Donc vous prenez juste un soft qui fait 150 000 lignes de code, en tant que tel, non. Si on commence à préciser ça, c'est que dès qu'il y a un effet technique sur la nature, dans les téléphones portables, l'effet technique dans la nature, c'est que le haut-parleur vibre. Oui, c'est un effet dans la nature, je veux bien. Dans l'ABS, je vois mieux. Quand la voiture s'arrête beaucoup plus vite, l'effet technique, je le vois beaucoup plus. Et échaudée par le rejet de la directive brevet, la présidente de l'Office européen des brevets, qui est une ville dans la ville. Encore une fois, vous êtes devant ce bâtiment, c'est assez impressionnant. L'Office européen des brevets est un système en lui-même qui ne dépend pas des institutions européennes. Excusez-moi. Et qui est doté de recours juridictionnels. Si vous demandez un brevet et qu'on vous le refuse, vous pouvez faire appel. Et comme dans les cours de cassation, les cours suprêmes, vous avez la grande chambre. C'est-à-dire on réunit tout le monde pour essayer de résoudre un problème, parce que vraiment, il y a la chambre des brevets mécaniques qui dit ceci, la chambre des brevets pharmaceutiques qui dit autre chose, et donc la présidente pose la question à l'Office européen des brevets, quelle est la limite, quelle est la ligne jaune? Où est-ce qu'on peut breveter? Où est-ce qu'on peut ne pas breveter? Vous pourrez peut-être mettre la main sur cette décision qui est en anglais, qui est une leçon de droit. Si j'avais reçu une telle leçon de droit par un professeur de droit en faculté, je me serais levé et j'aurais mis ma main dans la figure. C'est injurieux, c'est une gifle à la présidente de l'Office européen des brevets. On sent une institution qui est sur ses ergots, qui est complètement bloquée, et qui dit, mais enfin, on a sorti toute une série de décisions, vous voyez bien la limite. Ben non, on la voit pas, je suis désolé. Moi, quand je conseille mes clients, alors on ne prend pas de brevet ici, on ne rédige pas de brevet, je leur dis une seule chose, tentez le coup. Même si vous avez un logiciel de pure gestion, un logiciel de compta, en l'état, la jurisprudence semble être très très accueillante. L'Institut français, l'INPI, s'est rallié à cette jurisprudence, à ce signal du législateur, et octroie des titres. Bon, dans certains cas, vous pouvez aller directement à l'Office européen des brevets, c'est-à-dire que votre demande de brevet soit est instruite en France, soit en Europe. Dans certains cas un peu limite, allez directement à Munich, vous paierez un peu plus cher, mais vous aurez plus de chances d'obtenir le titre. Et dans la majorité des cas, j'en conclus que le titre est possible. Il vaut rien, mais le titre est possible. Il ne tient pas devant un tribunal, mais le titre est possible. Mais même s'il ne tient pas devant le tribunal, si tout le monde est d'accord pour dire que le document que j'ai vaut 1 million d'euros, c'est pas grave que ça ne tienne pas devant un tribunal. Si j'ai une échange, que vous êtes d'accord pour l'acheter 1 million, et d'ailleurs que vous allez le sous-licencier pour 500 000 $, etc., etc. Et on a toute une partie du champ des brevets, avec des brevets qui sont intrinsèquement très fragiles, mais dont tout le monde est content de dire non, non, ils tiennent. Ça s'appelle un consensus. La dernière fois qu'on a eu quelque chose comme ça a donné l'explosion de la bulle économique. Tout le monde était d'accord pour dire que le marché immobilier américain était sous-coté. Résultat, on a vendu des maisons ayant une valeur considérable à des gens qui n'avaient pas les moyens de les acheter. C'est pas grave quand c'est une fois. C'est dramatique quand c'est systémique. Dans le monde des télécommunications, dans le monde de l'image, MP4, etc., on a des titres qui s'échangent avec des portefeuilles de brevets qui, s'ils sont soumis à un tribunal français, attention, français,
ne tiennent pas. Je le prouve. C'est pas moi qui le prouve. 18 juin, l'appel du 18 juin du tribunal de grande instance de Paris, Orange, titulaire d'un brevet, fait un procès à Free. Le brevet était le suivant, c'était un brevet pour distribuer, à partir d'une box, un contenu vidéo différent à plusieurs supports. Moi qui suis dans mon canapé sur mon smartphone, mon fils en train de regarder là-haut. D'accord ? Sortant de la même box, Orange avait réussi à obtenir un brevet, un titre distribué, octroyé par l'Office européen des brevets. Le jugement est trop long, il devrait se résumer à 3 lignes, parce qu'à la fin, c'est 3 lignes. Le fait que le titre ait été donné par l'Office européen des brevets n'y change rien. Vous n'expliquez pas en quoi ce truc n'est pas qu'un programme d'ordinateur. C'est un programme d'ordinateur. Ça traite le signal du smartphone qui arrive et qui dit « Je voudrais regarder les guignols de l'info, papa il voudrait regarder le foot et maman voudrait regarder autre chose. » C'est un logiciel, point barre. Et donc, le brevet d'Orange est annulé. C'est-à-dire qu'il disparaît normalement des registres. Alors, Orange a fait appel. En 2007, il y avait une décision qui était beaucoup plus accueillante, beaucoup plus cool, mais beaucoup plus accueillante pour le brevet logiciel avant la grosse bagarre, directive brevet, décision de l'Office européen des brevets, sachant que la décision du tribunal de Paris est rendue par un phénix, c'est-à-dire un tribunal qui est en train de mourir et qui le sait. Place la Cour unifiée du brevet. C'est-à-dire que comme on a fait un Office européen des brevets, on va faire une juridiction européenne des brevets. Ah, problème. À 3 endroits. Munich, Paris, Londres. Ah, il y a eu le Brexit. Qu'est-ce que ça va devenir? On n'en sait rien. Il y a un projet, avec un texte qui a été adopté par quasiment tous les pays européens, pour créer une Cour unifiée du brevet. C'est-à-dire pour sortir du schéma juridique normal, le brevet. Pourquoi? Parce que c'est technique. Oui, alors, un dossier de construction, quand on a une fissure dans un mur, ça n'est pas technique. Parce que les intérêts économiques le justifient. Oui, c'est prendre le problème totalement à l'envers. Voilà, je suis très réservé. À la fin des fins, ça arrivera probablement. Nous, on a des dossiers de contrefaçon de brevet, on fait des licences de brevet, mais il y a des fois où on prévient nos clients, attention, c'est bien fragile. Mais quand le consensus est là et que tout le monde dit « oui, ce brevet permet et vaut tant », bah, il vaut tant. Les auditeurs sont d'accord, tout le monde est content. Alors, le brevet protège les fonctionnalités, donc la manière dont ça tourne, je passe ça. Je voudrais juste terminer, je vous ai donné un tableau général en vous disant la chose suivante. Le droit d'auteur n'est pas un titre, on peut essayer de le titriser, si j'ose dire, avec ce genre de certificat, ça marche à peu près bien. Mais ça a un défaut. C'est que si vous allez voir un banquier et que vous dites « chouette, hein, j'ai investi 200 000 euros, vous m'en prêtez 50 000 », il dit « chouette, hein, vous avez investi 200 000 euros, le comptable a certifié que je ne peux pas vous prêter d'argent. » Si vous avez la même chose et que c'est un brevet, il vous prêtera 400 000 euros, le banquier, pour le même investissement. Parce que derrière, la BPI mettra autant, la Banque publique d'investissement, et c'est solide à l'actif. Juridiquement, pourtant, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça permet la même chose. Ça permet de faire une contrefaçon à celui qui vous pique l'objet. L'intérêt fondamental du brevet, c'est que ça s'active au sens où, comptable du terme, où ça peut être plus facilement inscrit à l'actif. Un logiciel sur lequel vous avez investi, vous pouvez le mettre à l'actif avec des attestations de votre expert comptable. Le cas échéant, nous, on fait 2 à 3 fois par an des attestations pour dire je confirme que j'ai regardé et que effectivement ça vaut une protection par le droit d'auteur. Mais tout le monde ne raisonne que par le brevet. D'ailleurs, quand il y a des indicateurs internationaux, sur les pays les plus innovants, on ne vous parle pas de savoir-faire, on ne vous parle pas de marque, on vous parle... Le nombre de brevets déposés, 18 000 par an en France, grosso modo. Hein. 3 industries qui déposent le plus, télécom, automobile, pharma, chimie. Bon. Et donc,
le brevet, pour du logiciel, ça n'est pas le réceptacle naturel, mais le réalisme économique, me pousse à vous dire, ça peut être un titre super efficace. Étant précisé qu'il y a une idée qui circule qui est le brevet coûte très très cher. Alors d'abord, en général, ça coûte 20 à 40 fois moins cher que l'investissement qu'on veut protéger. J'ai des gens qui viennent me voir en me disant on a mis 3 ingés sur le problème, 14 développeurs, quoi ça coûte 5 000 €, ça va pas la tête. Attendez, votre machin, vous avez investi 400 000 € pour le protéger, c'est assez peu. Deuxième chose, dans la majorité des cas, en tout cas une fois tous les 2 ans pour une PME, 50% des frais sont pris en charge par des subventions. Troisième effet qui se coule, ça rentre dans l'assiette du crédit d'impôt recherche. Au total du total, on fait toute l'addition, je ne suis pas spécialiste et je n'ai pas la prétention de vous le démontrer, un brevet coûte 10% du prix facial. Quand on vous dit, alors un brevet mécanique, grosso modo en France, c'est 5 000 €, quand c'est technologique et compliqué, en France, 8 000. Voilà, entre les frais de rédaction, les frais de suivi de procédure, etc. Chaque année, il faut payer une petite redevance pour que le titre continue à vivre. C'est coûteux, mais par l'effet de toutes ces aides successives, toutes ces déductions d'impôts, à la fin des fins, le coût réel est relativement faible. Il faut tirer parti de tous ces éléments. Je termine en vous rappelant les trois grandes surprises. 1, partout dans le monde, le logiciel est protégé par le droit d'auteur, pas par le brevet, mais 2, c'est un très bon outil marketing, comptable, d'investissement, le brevet. Et 3, n'est pas propriétaire du logiciel dans bien des cas, celui qui prétend être propriétaire. Nous, on intervient de plus en plus pour des investisseurs qui vont rentrer au capital d'une société ou qui vont acheter une société, qui vont acquérir une société. Et quand on dépasse ce qu'on appelle les due diligence habituels, les audits préalables, et qu'on nous donne mission d'aller chercher, on gratte, et on n'a pas besoin de gratter beaucoup pour trouver des cadavres dans le placard. Bonne nouvelle, dans la majorité des cas, on peut résoudre avec quelques formalités, avec quelques contrats à signer, et c'est toujours beaucoup plus facile avant qu'après l'opération. Voilà, je crois que le timing est... Non, Camille, le timing n'est pas respecté, j'ai un peu dépassé. Si vous avez une ou deux questions, ou alors on s'arrête et puis on continue autour d'un café, d'un verre d'eau, voilà. Ok ? J'ai pas seulement épuisé le sujet, j'ai aussi épuisé les spectateurs. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.